Bienvenue sur la geekosphère de Graph, et cette fois-ci, c'est le moment, je vais enfin vous parler de super-héros, avec un nom qui va être sur toutes les lèvres cet été, film oblige, hein. Je vais vous parler, bien évidemment, roulement de tambour, des 4 Fantastiques. Vous attendiez à ce que je parle d'autre chose peut-être. Le 23 juillet, les 4 Fantastiques vont enfin rejoindre le Marvel Cinematic Universe. C'est une question de droit que Disney n'avait pas et qu'ils ont depuis récupéré de la Fox. Et je dis enfin parce que, en comics, la série Fantastic Four est un petit peu la série fondatrice de l'univers Marvel. Et oui. Remontons donc en 1961 pour aller à la jeunesse de cette série. À l'époque, Marvel Comics n'existe pas et l'éditeur qui va devenir Marvel Comics s'appelle encore Timely Comics. Son dirigeant, Martin Goodman, lors d'une partie de golf avec un des dirigeants de la distinguée concurrence DC Comics, apprend que la nouvelle série de DC Comics, qui réunit plusieurs super-héros, la Justice League, remporte un succès assez phénoménal. À ce moment-là, Martin Goodman a l'idée de créer une nouvelle série de super-héros et demande à Stan Lee et Jack Kirby de s'atteler à la tâche. À l'époque, Stan Lee et Jack Kirby sont loin d'être des petits nouveaux. Ils sont actifs même dans l'industrie du comics depuis les années 40 et ils ont tous les deux la quarantaine. Et Stan Lee est d'ailleurs même lassé de son travail chez Timely Comics qu'il veut quitter et a envie d'écrire des personnages avec plus de défauts, des personnages auxquels les lecteurs pourraient s'identifier. Et c'est sa femme Joanne qui lui dit que finalement cette idée de créer un groupe de super-héros pour Timely Comics peut être l'occasion de mettre ses intentions en œuvre. On est loin de la perfection d'un personnage comme Superman avec les 4 Fantastiques, puisque la série commence même par un échec. Une mission ratée dans laquelle le professeur Reed Richards embarque son meilleur ami Ben Grimm, sa fiancée Susan Storm, son beau-frère Johnny Storm, dans une mission d'exploration à travers les étoiles, une mission qui n'a pas été autorisée par la NASA, mais pour laquelle le professeur Reed Richards va voler une navette avec ses compagnons. Et ça va mal se passer, il va y avoir un accident, l'équipage va se retrouver bombardé de rayons cosmiques dans une tempête stellaire et finalement la navette va s'écraser et l'équipage est mort. Mais non, l'équipage n'est pas mort évidemment, l'équipage ce sont les 4 Fantastiques et la scène où ils sont dotés de pouvoir revêt un caractère assez traumatique pour certains des membres de l'équipage. Reed Richards devient donc Mr. Fantastic avec un corps capable de s'étirer et de prendre différentes formes. Sue Storm devient la femme invisible avec la possibilité de devenir invisible et de créer aussi des objets et des champs de force invisibles. Johnny Storm, son frère, va devenir la Torche humaine avec le pouvoir de s'enflammer et de voler. Et celui qui perd à la distribution des pouvoirs au jeu de la courte paille, c'est Ben Grimm qui devient la Chose, un monstre de pierre très puissant en fait, mais complètement défiguré par cet accident. La transformation de Ben Grimm en la Chose va d'ailleurs être un fil rouge dans tous les premiers épisodes des 4 Fantastiques, où Reed Richards n'aura de cesse d'essayer de trouver un remède pour son ami qui l'a embarqué dans ce désastre. Les 4 Fantastiques ne sont pas parfaits. Reed Richards est obsédé par les sciences et en oublie un petit peu ses proches souvent. La Torche humaine est un adolescent assez impétueux finalement et assez irresponsable dans toutes ses actions. Ben Grimm va avoir des accès de colère assez récurrents suite à sa nouvelle situation et Stan Lee prévoyait même au départ dans le script que Ben Grimm, qui était amoureux de Susan Storm, ait une certaine rivalité avec Reed Richards et que finalement sa transformation en fasse un personnage qui devenait assez imprévisible et qui deviendrait peut-être à terme un antagoniste des 4 Fantastiques parce que finalement ils se retrouvaient à saboter un petit peu leur mission et à servir souvent ses intérêts personnels. Une idée sur laquelle ils sont revenus par la suite parce que Jack Kirby en a fait plutôt un personnage positif et finalement c'est pour la meilleure des choses puisque ce personnage de Ben Grimm est devenu un des personnages peut-être les plus populaires des 4 Fantastiques et c'est personnellement un de mes préférés. Susan Storm restera un petit peu sous-développée dans cette première partie des 4 Fantastiques, dans ces premiers temps des 4 Fantastiques. On est dans les années 60 et c'est quand même un petit peu un prototype de femme au foyer. On sent qu'elle est souvent
au service des 4 Fantastiques. C'est surtout dans les années 80 que le personnage va commencer à être bien développé, avec tout un aspect charge mentale qu'elle va ressentir du fait d'être le ciment de cette famille et qui va s'exacerber avec un drame qui va lui arriver au milieu des années 80. Et là, le personnage devient vraiment très intéressant et aujourd'hui, c'est à la fois le cœur des 4 Fantastiques et un de ses éléments les plus puissants. Timely Comics est sûr de son fait avec ce magazine des 4 Fantastiques qui remporte un joli succès auprès des étudiants universitaires, à tel point que dès le numéro 4, le magazine est sous-titré « Le plus grand magazine de comics au monde ». Rien que ça. Un épithète qui sera parfois abandonné, notamment après le départ de Stan Lee et Jack Kirby du titre, qui seront quand même restés sur le titre près d'une dizaine d'années et plus d'une centaine de numéros. Mais cet épithète reviendra avec l'arrivée de John Byrne sur la série dans les années 80 pour un run qui a marqué les esprits par son imagination et par une écriture des personnages assez extraordinaire. Un run qui fait partie de mes préférés sur les Fantastic Four. Qu'est-ce qui rend les 4 Fantastiques si particuliers? Eh bien, c'est leur évolution d'abord, avec un statut de famille qui s'est agrandi au fur et à mesure des épisodes, avec la naissance d'enfants de Red Richards et de Susan Storm. D'abord leur mariage, puis la naissance de Franklin Richards, puis de Valeria Richards. Et puis on a de la même façon Ben Grimm qui a une relation qui s'est développée avec la sculptrice Alicia Masters. Et de la même façon, Johnny, lui, a eu ses relations romantiques au fur et à mesure des années. Ils n'ont pas vieilli pour autant en temps réel, ils n'ont pas pris 60 ans depuis les premiers numéros, mais on est quand même devant une évolution des 4 Fantastiques qu'on aimerait bien retrouver dans d'autres titres Marvel, et je pense notamment à Spider-Man, qui a évolué dans sa vie sentimentale et avec un mariage avec Mary Jane jusqu'en dans les années 90, et un mariage qui a ensuite été annulé dans les années 2000. Et aujourd'hui, on a un Peter Parker qui est à nouveau sans le sou, après avoir été professeur d'université, génie, après avoir travaillé pour Tony Stark, quelque chose qui ne fait aucun sens. Mais c'est l'immobilisme du personnage de Spider-Man sur lequel je reviendrai et qui est quand même assez frustrant. Avec Spider-Man, les 4 Fantastiques est le titre à succès de ses débuts de Marvel. Le surnom de Marvel, la maison des idées, vient vraiment de cette série Fantastic Four. Chaque numéro, Stan Lee et Jack Kirby apportent un maximum de nouvelles idées et repoussent un petit peu les limites de leur imagination avec des concepts de science-fiction assez brillants tels que le gardien qui surveille la Terre et les événements de la Terre, ou bien Galactus, le dévoreur de monde, et son émissaire, le surfeur d'argent, mais aussi des personnages comme Black Panther, ou bien des personnages comme les Inhumains, qui vont devenir des personnages récurrents dans la série des 4 Fantastiques, et qui vont aussi avoir droit à leur propre série. Sans oublier, dès les premiers numéros, l'introduction d'un des personnages les plus charismatiques et les plus complexes de toute l'histoire du comic book, Marvel et DC confondus. Je veux bien entendu vous parler du Docteur Fatalis, Doom, qui va d'ailleurs succéder à Thanos en tant que grand méchant du MCU. Il est annoncé pour les futurs films Avengers qui vont sortir l'année prochaine ou dans 2 ans. Les idées du businessman Stan Lee qui co-crée le titre avec l'extraordinaire Jack Kirby, dont le style va s'affirmer au fur et à mesure des épisodes des Fantastic Four pour devenir de plus en plus dynamique, avec des splash pages tout simplement phénoménal, font du début de cette série un incontournable de l'histoire du comic book et même de la bande dessinée mondiale. Pour autant, est-ce que ces épisodes d'origine des 4 Fantastiques, pour culte qu'ils soient, sont vraiment un bon point d'entrée? C'est pas évident dans la mesure où on a quand même une écriture des années 60 qui peut être datée du point de vue du rythme ou de la caractérisation des personnages. Je préfère plutôt vous recommander comme point d'entrée la dernière relance en date, écrite par le très bon Ryan North et illustrée par différents artistes, avec un bel album publié par Panini Comics qui réunit les 11 premiers épisodes de la série. Et je vais vous donner 4 raisons d'aller découvrir cet album. Doom, it's clobbering time.
Premier point, et là je vais vous parler de quelque chose d'intéressant, c'est que au départ, cette série Fantastic Four m'a un petit peu déçu au premier numéro. En tant que lecteur habitué aux 4 Fantastiques, je m'attendais à quelque chose qui allait peut-être explorer des univers extraordinaires, parler à mon imaginaire, et on a eu au contraire un premier numéro très ancré dans le réel et assez anti-spectaculaire. Le premier épisode des 4 Fantastiques se déroule dans une ville américaine, tout ce qu'il y a de plus typique, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, une ville dans laquelle on a l'impression d'être bloqué en tant que lecteur, puisque on a des pages identiques qui se reproduisent de page à page. Et on se demande, mais où est-ce qu'on est tombé là, s'il n'y a pas eu des erreurs d'impression, parce que les pages identiques imprimées les unes à côté des autres, c'est quand même assez étrange. Et puis, on a l'arrivée de 2 personnages iconiques des 4 Fantastiques, Ben Grimm et Alicia Masters-Grimm, puisque maintenant ils sont mariés en fait depuis quelques années. Ben Grimm et Alicia Masters-Grimm seront d'ailleurs les seuls personnages des 4 Fantastiques qu'on va voir dans ce premier épisode. Donc ce premier épisode, c'est un petit peu un épisode dans la logique de Un jour sans fin. On est dans le cadre de cette petite ville américaine assez atypique pour les 4 Fantastiques, qui ont l'habitude d'aller dans la zone négative, dans l'espace, dans les confins de notre imaginaire. Mais au final, l'avantage, c'est que cette histoire est réglée en un épisode. Ce rythme de un épisode, une histoire plus ou moins complète est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de la série de Ryan North, et c'est quelque chose qui rend la série satisfaisante à suivre d'épisode en épisode, parce que voilà, on a de quoi se mettre sous la dent à chaque épisode, et ça fait partie en fait des qualités de cette série, même si au départ ça m'avait un peu frustré parce que j'avais envie d'une grande saga. Avec tout de même un fil rouge assez intriguant, puisque on ne sait pas pourquoi Ben Grimm et Alicia Masters-Grimm se retrouvent tous les deux tout seuls, dans la mesure où dernièrement ils avaient adopté des enfants extraterrestres. Donc où sont passés ces enfants extraterrestres? Et ça va être le fil rouge qui va être présent tout au début de cette série sur qu'est-il arrivé aux 4 Fantastiques. Dans un premier temps, Ryan North se concentre sur des membres séparés des 4 Fantastiques. Dans le premier épisode, on avait donc Ben Grimm et Alicia Masters. Ensuite, dans le deuxième, on a le couple Reed Richards et Susan Richards. Et dans le troisième épisode, on avait Johnny Storm. Cette réintroduction des personnages au fur et à mesure permet de vraiment bien traiter tous ces personnages-là. Dès le deuxième épisode, avec Susan Storm et Reed Richards, j'étais assez rassuré par le fait qu'on était quand même toujours dans cet univers des 4 Fantastiques, avec toujours ce cadre dans une petite ville américaine ordinaire, mais cette fois-ci une référence à des androïdes qui sont les Doombots, les robots du Docteur Fatalis, qui font partie du cœur de ce deuxième numéro. Et troisième numéro avec Johnny Storm, écrit à merveille et qui a droit ici à un relooking du plus bel effet. Ici, on retrouve le côté un petit peu grand enfant de Johnny Storm, mais avec une maturité qui en fait un personnage d'autant plus attachant et un personnage au potentiel comique assez extraordinaire au fur et à mesure des numéros. Je vous rassure, les 4 Fantastiques se réunissent assez vite à l'épisode 4, et là, Ryan North, fort de tout ce qu'il a pu poser dans les 3 premiers épisodes, et fort du fait qu'il tient bien les personnages, arrive à nous faire une série d'équipes où chacun arrive à chaque fois à avoir son moment pour briller. Et quand je parle des 4 Fantastiques, j'ai même envie de parler des 4 Fantastiques plus 1, puisque Alicia Masters-Grimm devient un des membres vraiment à part entière de cette équipe et n'a jamais été aussi bien développée que dans ces épisodes. Alicia Masters-Grimm, sculptrice aveugle qui n'a pas de pouvoir, si ce n'est celui d'avoir un des cœurs les plus grands de tout l'univers Marvel. C'est elle qui a en fait dissuadé le surfeur d'argent lors de l'invasion par Galactus qui voulait se nourrir de la planète, de se nourrir de la planète. Et par la suite, elle a eu d'ailleurs une relation romantique avec le surfeur d'argent, et elle est même devenue un certain temps la femme de Johnny Storm. Enfin, était-ce vraiment bien elle? Là est la question, avant de revenir pour son véritable mariage avec son amour de toujours, Ben Grimm, un des épisodes les plus émouvants de ces dernières années, voilà. Et on a dès l'épisode 9 un épisode écrit à travers le regard, enfin plutôt à travers le point de vue de Alicia Masters. Alicia Masters ne prendra que plus d'importance au fur et à mesure de la série, avec notamment aux alentours de l'épisode 20 un duo qu'elle va former avec Reed Richards, et un duo qui marchera du tonnerre entre le point de vue
scientifique de Reed Richards et le point de vue artistique d'Alicia Masters. Et des discussions entre les deux qui sont tout simplement sublimes. Voilà, de l'écriture de personnages à son meilleur. Ce que vous avez créé ici est monumental. Les Fantastic Four de Ryan North font donc la part belle aux personnages dans des moments qui peuvent même relever de la chronique quotidienne, comme lors d'un pique-nique au bord d'une aire d'autoroute. Évidemment, des éléments extraordinaires vont à chaque fois rompre la monotonie de ces moments quotidiens, mais rien ne se résout à chaque fois par un coup de poing. On n'a pas de résolution facile, mais plutôt à chaque fois Ryan North va essayer de se creuser la tête pour nous apporter une solution inattendue aux problèmes rencontrés par les 4 Fantastiques. Ce côté série des 4 Fantastiques où les personnages vont se creuser les méninges davantage que avoir recours à leur pouvoir et à leur force brute pour résoudre les problèmes, c'est quelque chose qui fait tout le sel de la série et qui en fait un coup de cœur mois après mois. Et de ce point de vue-là, Ryan North reprend bien à son compte le côté réservoir à idées qu'il pouvait y avoir dans la série à l'origine créée par Stan Lee et Jack Kirby. Marvel redevient le réservoir à idées avec cette série des 4 Fantastiques et ça fait du bien. Nous le combattrons ensemble, comme une famille. Fantastic Four est donc une série feel good que vous pouvez partager avec vos enfants adolescents à partir de 10 ans. Finalement, tout cet aspect-là ne va pas sans un humour aussi savamment dosé. Ryan North a eu des prix en tant que meilleur auteur comique sur des bandes dessinées humoristiques pour Adventure Time et il a écrit par la suite pour Marvel Unbeatable Squirrel Girl. Squirrel Girl, donc finalement la fille écureuil, et un personnage assez décalé de Marvel Comics. Petite mention spéciale à un nouveau venu dans la famille des 4 Fantastiques et qui a introduit dans l'épisode 11 un personnage qui, je n'en doute pas, va faire fondre plus d'un cœur. Oh ouais. Et la suite, me direz-vous? La suite va arriver bientôt, dès cet été, publié par Panini Comics dans un 2e album. Et puis ensuite, on va avoir le retour au premier plan de l'antagoniste culte des 4 Fantastiques. Je vous parlais bien entendu de Fatalis, avec les 2 premiers numéros de One World Under Doom, écrits par Ryan North, qui sont déjà sortis. C'est un grand événement Marvel qui va réunir tous les personnages de l'univers Marvel, donc notamment les 4 Fantastiques, mais aussi les Avengers. Alors ça fait toujours un petit peu peur ces principes de crossover parce que le côté en fait dimension humaine peut se perdre un petit peu dans ces grands événements, mais pour le moment, Ryan North fait bien le travail avec des dessins assez spectaculaires, là pour le coup de Hervé Silva, une touche graphique quand même très appréciable et très bon ajout pour ce côté un petit peu blockbuster de cet événement. Et puis du côté de la série 4 Fantastiques qui continue en parallèle de cet événement One World Under Doom qui va s'étaler sur 9 numéros, on a des numéros qui vont s'intéresser aux répercussions sur le plan humain des grands événements qui se déroulent dans One World Under Doom. Et ça, c'est encore une fois écrit de main de maître par Ryan North, dont on sent à chaque numéro son bonheur de travailler sur des personnages qui sont des personnages qu'il aime en fait, et le fait qu'il essaie de vraiment leur rendre justice de numéro en numéro pour les lecteurs qui connaissent un petit peu tous les événements qui sont passés par le passé pour les 4 Fantastiques. Ryan North trouve toujours de bonnes idées pour faire référence à cette continuité, tout en replaçant un petit peu les choses de façon à ce que le nouveau lecteur ne soit pas perdu. Et si vous voulez aller plus loin que ces épisodes de Ryan North sur les 4 Fantastiques, je vous conseille évidemment, comme je vous dis, les épisodes d'origine de Stan Lee et Jack Kirby, tout en faisant attention au côté un petit peu vieilli qu'il peut y avoir. Et si vous voulez quelque chose de plus récent, je vous recommande ce très bon run de Mark Waid et Mike Wieringo sur les 4 Fantastiques, avec un style de Mike Wieringo assez cartoony et assez moderne en fait, qui fait des merveilles sur les 4 Fantastiques, qui correspond très bien au côté familial de cette série, écrit par le vétéran Mark Waid qui tient ces personnages des 4 Fantastiques de main de maître. Et ces épisodes seront republiés en petit format, dans des formats comme ceci, avec 2 volumes à 10 € cet été.
un petit format, donc comme ce volume de The Boys, qui est une série que je ne recommande là pour le coup pas du tout à un jeune public. Voilà, je pense que c'était pas forcément utile de le préciser, mais ça vaut bien de rappeler les fondamentaux quand même des fois. Désolé pour le bordel. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de vous intéresser à cette famille fondatrice de l'univers Marvel avant la sortie du film événement Fantastic Four First Steps qui va arriver le 23 juillet. Et d'ici là, je vous laisse au dilemme de choisir la meilleure catchphrase entre Sava Castagnier ou Flamme en avant. Et je vous retrouve la prochaine fois pour vous parler probablement de comics, mais aussi peut-être de cinéma ou de séries télé.